Bien, alors on retrouve sur cette carte qui est très bien faite sur votre diaporama les principaux foyers de peuplement qui sont symbolisés par des cercles rouges. Donc vous les retrouvez ici l'Amérique du Nord-Est, le Moyen-Orient, le Golfe de Guinée, l'Asie du Sud, l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est, l'Europe de l'Ouest, qui sont indiqués en rouge en plus. Et puis de l'autre côté, vous avez en vert les déserts humains qui vous sont localisés, le Groenland, l'Alaska, le Grand Nord canadien, la Sibérie, donc plutôt des déserts froids, l'Himalaya, des montagnes, l'Australie, le Sahara, l'Arabie, des déserts chauds, et l'Amazonie, une forêt, une jungle, donc un espace forcément faiblement peuplé. Alors, à l'échelle nationale, c'est-à-dire à l'échelle des pays, on retrouve également ces disparités. Donc, la population peut être très inégalement répartie avec des zones vides et des zones pleines. Par exemple, en Chine, eh bien, on a, alors faut faire attention, cette carte nous indique le taux de natalité par province, les endroits où on fait beaucoup de naissances, mais la zone qui est la plus peuplée en Chine, c'est la zone côtière, la zone littorale. De même, en Inde, ce ne sont pas forcément les zones où on fait le plus d'enfants qui sont forcément les zones les plus peuplées. Les zones littorales sont particulièrement peuplées. Alors vous le voyez justement avec cette carte de la densité de la Chine ainsi que cette carte de la densité au Japon. Évidemment, plus les couleurs tendent vers le rouge ici, plus la population est dense. On voit bien qu'il y a une énorme disparité de la répartition de la population en Chine. L'ouest de la Chine, correspondant à des zones plutôt montagneuses et désertiques, est relativement peu peuplé, alors que l'est est particulièrement peuplé, avec notamment les vallées fluviales, comme celle du Yangtze-Kiang. De même, au Japon, on voit que le nord du Japon paraît moins peuplé que ces zones littorales, et notamment la zone autour de Tokyo. Alors, on retrouve ces mêmes disparités dans un pays, par exemple, comme les États-Unis, où la côte Est, par exemple, est relativement dense, voire très dense, avec une des trois mégalopoles mondiales, la Boswash, alors que les grandes plaines du centre, vous savez, le Wyoming, par exemple, ce sont les zones qui étaient occupées avant par la prairie, où circulaient en masse les millions de bisons avant d'être exterminés par les colons américains. Et donc, on retrouve encore une fois cette disparité de répartition de la population. Donc, à l'échelle nationale, il y a des disparités, de même qu'à l'échelle continentale. Ce qu'on peut remarquer également, c'est que la population s'urbanise aussi beaucoup. En 2019, on a 55% de la population mondiale qui réside en ville, sous l'effet d'un phénomène qu'on appelle la transition urbaine. Vous savez, le processus au cours duquel une population qui était initialement rurale devient urbaine, notamment par le fait d'un phénomène qui peut s'appeler l'exode rural, le fait de quitter définitivement la campagne pour aller s'installer en ville. Or, cet exode rural aujourd'hui est particulièrement fort en Afrique, ce qui est pour ça que des villes africaines comme Le Caire, Lagos au Nigeria, Dakar au Sénégal ou Abidjan en Côte d'Ivoire connaissent une explosion de leur population. Et donc, ça va constituer ce qu'on appelle des mégapoles, c'est-à-dire des villes de plus de 10 millions d'habitants, et Lagos au Nigeria étant un excellent exemple. Alors cet exode rural ne touche pas que l'Afrique, il touche également des pays comme l'Inde ou le Brésil et contribue à l'accroissement rapide de mégapoles comme Mumbai en Inde ou Sao Paulo au Brésil, qui accèdent aussi au statut de métropole de rang mondial, puisqu'elles ont des fonctions de commandement dans le domaine politique, économique et culturel et qu'elles jouent de plus en plus un rôle d'influence dans le domaine mondial. Donc, ce qu'on constate, en tout cas par rapport aux exemples que je vous ai cités, Lagos, Le Caire, Mumbai, Sao Paulo, c'est que ce sont surtout dans les pays du Sud qu'il y a un très fort exode rural et que la population s'urbanise. Tout simplement parce que dans les pays du Nord, comme la France par exemple, on a déjà plus de 80% de la population qui vit en ville. Donc elle est déjà urbanisée, la population, donc elle ne peut pas, il ne va pas y avoir un fort accroissement d'urbain en France, alors que les campagnes se vident et que les villes sont déjà très remplies. Donc, ces chiffres bruts que l'on vient de voir nous permettent une première approche, mais pour avoir une vue d'ensemble de manière plus fine, il faut regarder aussi ce qu'on appelle les dynamiques démographiques, c'est-à-dire l'évolution de la population, et c'est donc ce qu'on va voir dans un petit 3. Donc petit 3, l'évolution démographique. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a des disparités de croissance démographique à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que les populations mondiales ne croissent pas, c'est-à-dire
n'augmente pas ou ne varie pas, en tout cas, de la même manière à l'échelle mondiale. Par exemple, on sait que la population japonaise a une tendance à diminuer. Vous vous en doutez bien que dans certains pays africains, c'est plutôt le contraire, la population a tendance à s'accroître. Donc déjà, il faut commencer par définir ce qu'est la croissance démographique. Alors la croissance démographique, qu'on appelle aussi accroissement démographique, c'est la différence entre l'effectif d'une population au début, par exemple au début de notre séance, j'ai noté l'évolution de la population mondiale, donc euh, la croissance démographique pendant notre séance, ça va être l'évolution de la population sur une période donnée, donc par exemple une heure, une année, un siècle. Cela dépend donc de deux choses, l'accroissement naturel, c'est-à-dire la différence entre les décès et les naissances au sein d'une population. Donc, par exemple, en France, l'accroissement naturel, c'est combien les Français font d'enfants tous les ans et combien tous les ans de Français meurent. Ça, c'est l'accroissement naturel. Mais l'accroissement d'une population dans un pays comme la France ne dépend pas que de l'accroissement naturel. La population française peut aussi augmenter grâce à ce qu'on appelle l'immigration, ce qu'on appelle aussi le solde migratoire. Qu'est-ce que le solde migratoire? C'est la différence entre les entrées et les sorties d'un pays. Car il y a des gens qui viennent s'installer en France, des gens qui sont issus de l'immigration, des migrants qui viennent s'installer en France, mais vous avez aussi des Français qui partent s'installer, je sais pas, en Angleterre, aux États-Unis. Donc la différence entre ces entrées et ces sorties s'appelle le solde migratoire. Et donc, pour évaluer l'accroissement naturel d'un pays, il faut prendre en compte ces deux données, l'accroissement naturel, donc naturellement comment la population d'un pays évolue, est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle diminue en fonction des naissances et des décès, et le solde migratoire, c'est-à-dire les entrées et les sorties du territoire de gens qui viennent s'y installer et de gens qui en partent. Euh, Basiquement, hein, cet accroissement naturel va permettre de savoir si la population augmente ou diminue, si elle est en dynamique positive ou négative. Alors globalement, depuis que l'homme est sur Terre, hein, la croissance de la population mondiale, elle a toujours été positive, sauf lorsqu'il y a ce qu'on appelle des accidents démographiques, c'est-à-dire des famines, des guerres et des épidémies. Par exemple, au XIVe siècle en Europe, il y a eu une très sévère épidémie de peste. On estime à ce moment-là que sur les 75 millions à peu près d'Européens, il y en a 25 millions qui sont morts. Donc là, la population européenne a décliné. Mais sur une courte période, après, sur des siècles, eh bien, elle a connu une croissance positive. Donc mais cette croissance n'était pas très rapide. Elle était lente. On vous l'indique ici, hein, sur la dernière période depuis 1700, vous avez la croissance moyenne en pourcent par an. Vous voyez que pendant longtemps, hein, au 1700, 1750, la croissance de la population mondiale était de l'ordre de 0,1, 0,2% par an. Euh, Entre 1950 et 2000, on a atteint des pics à 2% par an. En 1968, donc l'année pratiquement de la chanson que je vous avais mis en introduction de ce cours de Jacques Dutronc, Et moi, et moi, et moi, où il parlait des 700 millions de Chinois, à cette époque, la croissance mondiale de la population était de 2% par an. C'est-à-dire que pour 100 personnes, l'année suivante, il y en avait 102. Et l'année suivante, il y avait 2% de 102, etc. Donc c'était une croissance extrêmement forte et vous voyez d'ailleurs qu'elle est représentée par cette courbe, hein, celle-ci. Donc en violet, oui, en bleu, vous avez la croissance de la population mondiale en nombre d'habitants, donc en milliards. Donc des chiffres qu'on retrouve, qu'on a déjà vus. Mais là, vous avez le taux de croissance par an et qui vous est indiqué donc en pourcent. C'est pour ça que je vous dis que jusqu'au pratiquement au 1800, cette croissance mondiale de la population était lente et puis on voit bien que entre 1920, on va dire, et 2000, ce taux de croissance a été largement supérieur à 1. Et en 2019, il est encore supérieur à 1, il est de 1,08%. Donc, cette croissance a surtout été très rapide dans la seconde moitié du XXe siècle, autour de 2%. Aujourd'hui, elle se ralentit hein, pour atteindre 1,2% ces dernières années, puis 1,1 en 2019. Et peut-être, on estime que vers 2050, elle devrait encore ralentir et atteindre 0,4%. Mais attention, le ralentissement de la croissance démographique ne va pas empêcher une augmentation de la population mondiale, hein. C'est-à-dire que
même si la population mondiale n'augmente que de 0,4% par an, 0,4% de 7 à 8 milliards, ça représente des centaines de millions d'habitants. Donc, ce qui nous amène à nous interroger maintenant, pourquoi la croissance démographique ralentit-elle? Alors, la croissance démographique ralentit parce que déjà la population mondiale vieillit, hein. Elle vieillit grâce à l'augmentation de l'espérance de vie, le nombre d'années que l'on peut espérer vivre en moyenne. Et puis également, elle ralentit parce que l'indice de fécondité baisse. Qu'est-ce que l'indice de fécondité? C'est le nombre moyen d'enfants que peut avoir une femme en âge de procréer, c'est-à-dire grosso modo à partir du moment où une femme est à ses règles, hein, vers 14-15 ans, jusqu'à ce qu'elle soit en ménopause, vers 50 ans. Donc, cet indice de fécondité était de 5 enfants par femme en moyenne en 1959. Il est tombé à 2,5 aujourd'hui et on estime qu'il sera à moins de 2 en 2050. Or, si une femme a en moyenne moins de 2 enfants en 2050, et sachant que pour faire un enfant, il faut un père, une mère, ça veut dire qu'il n'y aura pas, on sera en dessous de 2, donc en dessous de ce qu'on appelle le seuil de renouvellement, c'est-à-dire la capacité à renouveler la population et à remplacer en fait ceux qui disparaissent. S'il y a un père, une mère qui sont remplacés par moins de 2 enfants en moyenne, eh bien à terme, la population va diminuer. C'est exactement ce qui se passe au Japon, où la population décroît. Mais attention, hein, ce sont encore une fois des chiffres globaux à l'échelle mondiale et les situations à plus grande échelle, c'est-à-dire à l'échelle continentale ou à l'échelle nationale, montrent une grande diversité. Donc je disais, ce sont des chiffres globaux, mais les situations à plus grande échelle montrent une grande diversité. Et cette grande diversité se voit, par exemple, à travers cette carte, hein. On voit que l'augmentation de la population est encore très forte en Afrique, hein, notamment en Afrique, ce qu'on appelle subsaharienne, hein, ou Afrique noire, avec des pays comme le Mali, le Niger, le Nigeria, où des femmes peuvent encore faire en moyenne 6 à 7 enfants, alors que, par contre, la diminution de la population va être forte, surtout en Europe de l'Est, mais aussi au Japon, et puis dans des pays comme la Russie et la Chine, avec pendant longtemps la politique de l'enfant unique. Euh, Si on regarde cette carte qui a été publiée par les Nations Unies, hein, sur l'augmentation démographique moyenne des pays entre 2005 et 2010, eh bien, on voit très nettement que c'est l'Afrique qui connaît la plus forte augmentation démographique, alors qu'à contrario, c'est l'Europe, l'Amérique du Nord, la Russie et la Chine qui connaissent la plus forte stagnation démographique. Nous sommes dans des populations qui vieillissent, dans les pays ce qu'on appelle occidentaux, mais aussi la Chine, l'Afrique du Sud. Et bizarrement, eh bien, ce sont parmi ces populations qui vieillissent qu'on trouve eh bien le plus de victimes du Covid. Quand vous faites le classement, hein, vous suivez le Covid, l'Afrique du Sud, on en parle, il est apparu en Chine, il touche beaucoup la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis. Eh bien, ce sont des pays où on a une population qui est relativement âgée, donc c'est logique aussi, vu que ce sont les personnes âgées qui sont les principales victimes de ce virus, qu'on y trouve le plus de victimes. A contrario, en Afrique, une personne sur deux a moins de 18 ans. C'est un continent très jeune, donc il est logique qu'il y ait moins de personnes qui soient touchées par ce virus. Donc ce qu'il faut que vous reteniez, hein, pour en terminer avec ce grand 1, c'est que l'évolution de la croissance démographique est très différente selon les continents. Elle est forte en Afrique, elle est faible dans les pays du Nord, et ces comportements démographiques suivent un schéma universel d'évolution qui est en fonction du niveau de développement. C'est ce qu'on verra dans la partie suivante, notamment à propos de ce schéma universel d'évolution qu'on appelle la transition démographique. Transition démographique que j'ai déjà évoqué avec vous quand on avait travaillé sur l'étude de cas sur le Japon. Alors avant de vous quitter, on va revenir sur le site Worldometers. Alors, quand j'ai commencé le cours avec vous tout à l'heure, il y a grosso modo une demi-heure, nous étions à 102 460 habitants. Eh bien, vous voyez que là, du moins, non, pardon, je dis n'importe quoi. Nous étions à 102 460 personnes supplémentaires sur Terre quand on faisait la différence entre les naissances et les décès. Eh bien, maintenant, nous sommes à 108 634 et vous voyez que ça évolue très vite. Ce qui veut dire qu'en 30 minutes, si on fait la différence, 108 000 moins 102 000, on a pris à peu près 6 000 habitants en 30 minutes. Donc vous faites le calcul, hein, ça fait à peu près 200, non, 20 habitants par minute en plus sur Terre. Donc vous faites le calcul par heure sur une journée et sur une année. Donc ça vous montre que la population mondiale ne cesse de croître. Voilà, je vous remercie. On en a fini pour ce cours pour aujourd'hui. On se retrouve eh bien, très prochainement pour la suite. Bon courage à vous et à bientôt. Au revoir les secondes.